Salut, c'est Marie. Dans cette vidéo, nous allons peindre un bouquet fleuri en moins de 8 minutes. Vous connaissez peut-être cette voix, c'est celle de Marie Boudon du site Les Tribulations de Marie. Marie a développé un style unique à l'aquarelle et elle transmet sa méthode et ses conseils depuis 2017 dans ses cours en ligne, ses livres et sur sa chaîne YouTube. Ce que j'aime dans son projet, c'est qu'il va bien au-delà de la technique artistique, car à travers l'aquarelle, Marie aide avant tout les gens à se reconnecter à leur envie de créer. Avant cette aventure artistique et entrepreneuriale, Marie était ingénieure. Dans cet épisode, elle raconte son histoire, son parcours, comment elle a fait de la place à sa part créative pour en faire un véritable projet de vie. Elle nous éclaire aussi sur le processus créatif, sur les obstacles qui peuvent nous freiner et comment on peut les surmonter. Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Je suis Sylvie Horry et j'interviewe des artistes qui au départ n'étaient pas du tout partis pour devenir artistes. Je m'intéresse à ce qui a bougé en eux et comment ils ont fait de la place à cette part créative et artistique. Marie est la première invitée que je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression de la connaître quand même parce que je regarde ses tutos d'aquarelle depuis plusieurs années et que j'ai suivi un de ses cours en ligne. J'ai voulu interviewer Marie parce qu'elle m'inspire. Elle m'inspire parce qu'elle rend les choses possibles. Peindre à l'aquarelle ? Regardez, ça peut être facile, fun, coloré, même si vous ne savez pas dessiner, et même sans y passer des heures. Elle m'inspire par sa générosité et son enthousiasme à transmettre son art et à encourager les gens à reprendre une activité artistique. Et Marie m'inspire aussi par son côté audacieux. Elle n'a pas fait d'école d'art, elle n'avait aucun réseau quand elle s'est lancée, mais elle a osé se lancer en suivant son propre modèle et elle est devenue une référence dans son art. Je ne savais pas si c'était possible d'interviewer Marie. Je me disais qu'elle devait être tout le temps sollicitée. Mais j'ai essayé et elle a dit oui. J'en suis ravie et j'espère que vous aussi, vous allez aimer découvrir le parcours de Marie, tout l'envers du décor, les heures de travail, les doutes, les interrogations, comment elle a avancé pas à pas, et puis aussi comment aujourd'hui elle a décidé de faire de la place à autre chose. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, ma première question, c'est comment tu te présentes aujourd'hui ? Au-delà d'être une artiste, tu es aussi une créatrice d'entreprise. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Merci à toi en tout cas de me recevoir. Et écoute, je me présente comme artiste entrepreneur. Donc voilà, à mi-chemin entre l'entrepreneur et l'artiste aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je me présente. Mais c'est vrai que effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Alors, on va revenir sur ces différentes casquettes. Pour le début de ce podcast, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton histoire, de comment toi, tu as fait de la place à ta part créative jusqu'à lui donner une très, très grande place. Et du coup, j'aimerais commencer quand tu démarres ta carrière professionnelle. Donc, tu es ingénieur, c'est ça ? C'est ça. On est en 2015. 2015. Tu aimes ton métier ? Bah oui, parce que effectivement, j'avais quand même passé, j'ai fait 5 ans d'études pour ça. En plus, j'ai essayé de trouver vraiment un poste qui me correspondait. Moi, j'étais très intéressée par les écoquartiers à l'époque. J'avais fait 6 mois d'études en Suède pour aller dans l'endroit où il y a les plus vieux écoquartiers d'Europe, pour découvrir comment ils géraient tout ça, etc. Donc, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait vachement. Et j'avais mis 6 mois aussi à trouver du travail dans ce thème, qui est quand même une niche un peu. Donc voilà, franchement, j'étais très contente. J'étais chef de projet écoquartier, donc c'était vraiment c'était ce que je cherchais, quoi. Donc j'étais contente. Donc tout allait bien. Ouais, ça allait bien et ça s'est écoulé pendant pas mal de temps. Après, j'ai eu un peu une déception parce que c'est vrai que j'avais un peu un regard naïf, on va dire, sur le développement durable et l'environnement. J'avais envie d'aider et j'avais envie que mon métier participe un petit peu à aider la planète. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, surtout vu que je travaillais à l'échelle du quartier, donc ça impliquait beaucoup des acteurs locaux, la ville, etc. Je me suis rendu compte que c'était quasiment que de la politique et beaucoup de discussions en off, beaucoup de choses comme ça, même si effectivement, voilà, les appels d'offres et la technique derrière, ce qu'on proposait, c'était solide. Mais bon, j'étais un peu découragée de voir tout l'envers du décor politique et compagnie, et je me suis dit, en fait, c'est du vent un peu des fois ce qu'on fait, et ça m'a un peu déprimée. Donc je me suis dit, en fait, tout ça pourquoi, quoi. Enfin, honnêtement, j'avais presque l'impression d'avoir plus d'impact quand je triais mes déchets et quand j'achetais en vrac que des fois ce que je faisais dans mon boulot. Voilà, donc je me suis beaucoup plus intéressée à l'aspect créatif, et c'était un métier qui, au début, me paraissait
déjà, je pensais pas pouvoir en vivre, donc ça m'est jamais trop, voilà, plus que ça, intéressé concrètement parce que je pensais pas que c'était possible. Et après, je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas, si je fais un truc que j'aime et si j'aide les gens, pourquoi pas. Mais j'avoue que j'ai mis longtemps avant de m'imaginer dans ce métier-là parce que j'avais l'impression que ça servait à rien, concrètement, pour être super franche. Donc comment, quand tu es ingénieur, comment la peinture, toi c'est l'aquarelle, comment c'est venu dans ta vie à ce moment-là en fait? En fait, j'ai toujours bien aimé, tout comme beaucoup de créatifs, j'ai bien aimé, peindre, dessiner quand j'étais enfant. J'ai tout arrêté pendant mes études. J'ai un tout petit peu repris quand je suis partie en Suède, mon dernier semestre d'études parce que justement à ce moment-là, j'avais plus de temps, j'étais en voyage étudiant, donc j'avais plus de temps quoi pour tester. Donc j'avais repris, ma petite palette d'aquarelle enfant. Et quand je suis arrivée à Paris, voilà, je me suis déjà mise dans cette routine de métro boulot dodo. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit tiens, bon, j'ai envie de faire un truc créatif. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai retrouvé la palette d'aquarelle qui traînait et voilà, c'était pratique l'aquarelle parce que ça prenait pas de place, ça se salissait pas quoi, c'était assez simple à sortir, contrairement à des tubes ou autres. Et voilà, tout simplement, je me suis dit bah voilà, il faut que je refasse quelque chose de créatif, ça me manque. Et je me suis mise à tester plein de choses. Alors j'avais déjà quand même commencé à faire tous ces choses créatives. Ça sortait pas non plus de nulle part. J'avais ouvert un blog quand j'étais partie en Suède, Les Tribulations de Marie, ça vient de là. Et à cette occasion, j'avais commencé à un peu renouer avec ma créativité. J'avais appris à faire des photos. Voilà, je faisais des petits reportages photos de mes sorties, choses comme ça. Donc c'est un peu dans cet univers. J'ai continué un peu le blog, même s'il y avait plus de sessions photos de voyage à mettre dessus à Paris. Mais du coup, à la place, je mettais mes découvertes avec l'aquarelle ou ce genre de choses. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et comme le blog, même s'il avait très très peu de visiteurs, commençait quand même à avoir de temps en temps un petit commentaire sur l'aquarelle, j'avais envie de continuer l'aquarelle parce que voilà, je voyais que ça pouvait aussi intéresser les gens et ça me plaisait d'aider les gens, même s'il y avait que 10 visiteurs par mois, ça me faisait plaisir. Donc je me disais tiens, il faut que je creuse encore plus l'aquarelle et c'est comme ça que j'ai continué à faire ça. Ok, et juste quand c'est revenu, est-ce que tu te disais ça m'a manqué? Comment tu l'as ressenti en fait? Ben, finalement, mon quotidien était devenu un peu répétitif, quoi. Finalement, tous les matins, je me lève, je vais au boulot, je mange avec mes collègues. Le soir, je rentre toujours à la même heure, on regarde des séries, enfin, on va au resto avec des amis. C'était un peu toujours pareil. Il y avait plus vraiment de challenge dans mon quotidien. Bien sûr, il y avait du challenge dans mes missions, mais entre guillemets, c'était un peu toujours encadré. Il y avait plus de risques, quoi. C'était toujours avec mes collègues et tout. Donc, j'avoue que j'aime bien des fois me lancer des challenges, des choses à relever, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec le blog, avec la créativité, il y a toujours un nouveau truc à apprendre. Ça me manquait un peu, quoi, d'apprendre un nouveau truc, de mettre dans une position où j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, quoi. Je suis quelqu'un d'assez, je pense comme beaucoup de créatifs, curieuse, j'ai envie d'apprendre et tout. Et quand je me suis toujours un peu dans le même truc, ça change pas, il y a rien de nouveau, je m'ennuie. Donc voilà, c'est venu comme ça, c'est assez naturellement. Ouais, c'est intéressant que ce soit venu comme ça parce que certains disent je me sentais triste, il me manquait un truc, et toi, c'est plutôt ouais, il te manquait ce truc, cette curiosité, ce challenge. Ouais, et puis aussi le fait tout simplement que ça fait du bien de regarder les couleurs fusionner. Enfin, tu vois, j'avais besoin d'un truc coloré. Je passais ma journée sur PowerPoint, Excel, Réunion. Enfin, franchement, au bout d'un moment, quand t'as des boulots comme ça, très écran, ça fait du bien le soir de manier les couleurs, de faire des nuanciers. Moi, j'aimais beaucoup les fleurs. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, enfin, franchement, ça faisait du bien. Bien sûr, il n'y avait pas que le côté challenge, mais c'est vrai que vu qu'après je postais la plupart du temps sur Instagram oui, il y avait Instagram à l'époque, sur Instagram ou sur mon blog, ça avait les deux côtés, quoi. Il y avait le côté relaxant et agréable, et aussi le côté un peu fun de développer un projet et voir où il peut aller, quoi. Comment t'as appris l'aquarelle? Comment tu t'es formée pour arriver à ton niveau? Écoute, j'avais découvert l'aquarelle, on va dire, enfant, donc comme je te disais, j'avais eu en cadeau, mais j'ai pas du tout trop accroché. J'en avais fait un petit peu, mais j'avais pas réussi à faire quoi que ce soit. Je sais pas, j'étais enfant en même temps, donc pas évident. Et ensuite, j'ai acheté des livres. Et en fait, à l'époque, donc c'était quoi, entre 2013 et 2015, quoi, un peu avant que j'arrive à Paris,
parce que mon premier poste en tant qu'ingénieur, c'était en région parisienne. J'ai acheté ces livres et honnêtement, ça m'inspirait pas trop, quoi. C'était un peu vieillot, à mon goût en tout cas. Personnellement, c'était un peu vieillot. Et ça me faisait pas rêver, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est pas l'aquarelle. Donc, après, j'avais acheté de l'acrylique, j'avais fait du scrapbooking, enfin, je faisais plein d'autres trucs. Et un jour, je suis tombée un peu par hasard sur des vidéos en anglais. Comme j'étais allée faire un semestre en Suède, je parlais bien anglais. Et donc, je comprenais bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté anglophone qui faisait de l'aquarelle comme j'avais jamais vu. En fait, c'était ultra moderne, très végétal, justement, très fleuri, mais sans avoir besoin de dessiner, sans avoir besoin de faire un croquis pendant 3 heures. C'était pas les mêmes sujets, c'était pas des paysages, bateaux, campagne, coques et tout. C'était vraiment des bouquets, d'explosions de couleurs et tout, des fusions. Et j'ai tout de suite accroché à ce style. Ok. Et en fait, j'ai cherché des contenus en français sur le sujet. Il y en avait quasiment pas. J'en trouvais quasiment pas. Okay. Et donc, voilà, je me suis formée avec ces tutos de profs, on va dire, surtout aux États-Unis. Et après, bah, je me suis mise à apprendre par moi-même, quoi, un petit peu à tester des trucs, à combiner un peu tout ce que j'avais vu. Et c'est vrai qu'il y avait quasiment pas de contenu à l'époque sur ça. Donc, j'ai un peu commencé à créer ce contenu-là en français. Voilà, il y en avait peu. Et tu faisais ça le week-end ? Tu faisais ça quand, en fait ? Parce que tu avais un job ? Ouais, carrément. Bah, je faisais ça le week-end, quand on n'était pas aller voir la famille ou ce genre de trucs. Et aussi le matin. En fait, j'avais découvert, c'était l'époque du livre Miracle Morning. Et j'avais découvert ce livre. Donc ça, c'était... je me rappelle plus quand c'était, mais je crois que c'était l'été 2015 ou l'été 2016, j'arrive plus à me rappeler. Ouais, c'était dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Et en fait, avec ce livre, j'ai un peu découvert le développement personnel. Parce que moi, je viens d'une famille où c'était pas trop des sujets, quoi. On n'avait jamais trop parlé, je savais même pas ce que c'était le développement personnel. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce livre qu'il y avait une autre façon de voir un peu son quotidien, de voir ce que c'est le développement personnel, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, si ça se trouve, si je me lève plus tôt le matin, je peux faire plein de choses et tout. Et pendant plus d'1 an, je me levais à 6h du mat, je faisais mes peintures le matin, je m'éclatais. Et en plus, je suis plutôt du matin, donc je me couchais tôt. Hein, je faisais pas des journées ultra longues. Mais en fait, je m'étais rendu compte que le soir, quand je rentrais du boulot, j'avais plus trop d'énergie, j'avais pas beaucoup de lumière non plus, donc j'y arrivais pas trop. Et avec ce livre, en fait, je me suis mise à créer le matin. Alors, je me souviens parce que mes amis étaient en mode, mais t'es toujours dans ton délire de te lever à 6h du mat et tout. J'étais là, mais oui, j'adore, c'est trop bien. Voilà, donc pendant 1 an, je faisais ça. Je respectais pas mal le truc d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, je m'étais mise aussi à faire les affirmations. Je sais pas si tu vois, dans le livre, il explique ce que c'est, et j'avais du coup, un peu grâce à ça, commencé à croire que je pourrais peut-être en vivre un jour. Donc, je m'étais fait mes affirmations, mon vision board en mode ce que ça pourrait être pour moi. Enfin, voilà, le but, c'est d'imaginer un truc un peu ambitieux et de se le répéter un petit peu, de le visualiser. Et je pense honnêtement que ça m'a quand même bien aidé. La faire pendant 1 an, je revois mes carnets où j'avais mes listes d'affirmations des temps après, et mine de rien, il y a pas mal de choses qui se sont réalisées. Donc, je pense que ça m'a aidé de faire ça. Voilà. Ouais, et qu'est-ce qui te motivait à y revenir tous les matins à 6h, en fait ? Bah, j'osais pas trop en parler parce que ça me paraissait tellement fou, mais je me disais, mais purée, mais si un jour j'arrive à vivre de ça, ça serait quand même génial. Et j'avoue que j'avais ce rêve dans lequel je croyais pas trop encore. Je voyais certaines personnes vivre de leur passion, on va dire. Donc j'écoutais quasiment que du contenu en anglais. Ouais. Donc, je voyais des entrepreneurs aux États-Unis principalement, avec toujours leur leur punch un peu toujours too much aux États-Unis. Mais voilà, ça m'inspirait vachement. Je me disais, ah ouais, on peut en fait vivre de sa passion. Je voyais pas forcément des artistes entrepreneurs. Je voyais plutôt, on va dire, des coachs business ou des choses comme ça. Mais je me disais, tiens, c'est peut-être possible en fait d'en vivre. Donc, je m'étais mise dans pas mal de podcasts, il n'y avait pas forcément trop les podcasts encore, mais un petit peu, j'écoutais j'écoutais beaucoup de personnes comme ça, et ça me nourrissait. Je me disais, en fait, il y a une autre façon de voir la vie, parce que moi, mes parents, ils ont leur commerce, quoi, ils ont leur magasin avec mes grands-parents, et je les ai toujours vus bosser comme des fous, et
il galérait quand même un petit peu, quoi. Enfin, honnêtement, c'est pas toujours simple de gérer un commerce. Et donc, pour moi, c'est pas toujours évident. Vivre de son propre projet, j'étais anti-entrepreneuriat. Je m'étais dit, jamais de la vie je serai entrepreneur. Je m'étais dit, je veux un CDI, je veux avoir des vacances, que je voyais mes grands-parents qui avaient 1 semaine de vacances par an et tout. Et donc, ça m'a un peu ouvert. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être une autre possibilité. Et ça m'a vraiment boosté de me dire, en fait, il y a peut-être une autre voie. Et l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas si horrible. Et je commençais à y croire. Et voilà, je me disais, si jamais c'est possible, il faut que j'avance dans le truc et que je vois si le truc peut grossir. Donc, j'ai fait ça un peu aussi parce que juste l'aquarelle me plaisait aussi, tout simplement. Ça me plaisait de faire mon blog, ça me plaisait de peindre, même sans savoir si ça allait marcher un jour. Ça me plaisait de faire ça. Je m'éclatais à faire le design de mon blog, à écrire des articles de blog, à commencer à rédiger des newsletters et tout. Et je me disais, et si ça fonctionne, ça vaut le coup, donc ça me boostait de fou. Et en fait, j'ai bien fait parce que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, quoi, d'avoir commencé comme ça. Et tu postais quoi sur ton blog, en fait? Pas juste les aquarelles que tu peignais, tu commençais à faire des tutos et tout ça? Exactement, ouais. J'ai toujours bien aimé enseigner. Et en fait, quand j'ai commencé, enfant, je faisais des tutos à mes sœurs. Je suis l'aînée de 2 sœurs. Et on est 3, pardon. Je leur faisais faire des ateliers, on faisait des classes vertes, je jouais à la maîtresse. Et au début, j'ai toujours voulu être comme un prof, quoi. Maîtresse d'école. Et donc ça, c'est vraiment en moi le côté aider, enseigner, faire des fiches. J'adorais faire des fiches à l'école, au lycée, au bac et tout. Et avec mon blog, je retrouvais un peu ça. Donc par exemple, quand j'avais cherché mes stages d'ingénieur, quand j'avais cherché mon boulot d'ingénieur, j'avais fait un tuto sourcing LinkedIn, comment j'avais trouvé tous mes stages avec LinkedIn. Enfin, tu vois, sur le blog, il y avait tout et n'importe quoi. À chaque fois, un peu tuto. Il y avait des recettes de cuisine, il y avait comment je faisais ma vidéo du jour. J'avais un projet de vidéo du jour. Enfin, voilà, c'était un peu de tout. Et au milieu, il y avait aussi des articles de blog sur l'aquarelle, comment j'ai découvert l'aquarelle, quel papier je conseillais à l'aquarelle, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais que tous les articles sur l'aquarelle intéressaient, les autres un peu moins. Donc, j'ai commencé à enlever les autres sujets. Et en même temps que j'écoutais aussi ces contenus en anglais, elle disait niche down au début. Choisis un sujet au début pour être mise dans une case. Et voilà, donc j'ai commencé à mettre de plus en plus l'accent sur l'aquarelle, sachant que ça me plaisait, moi, d'aider, d'enseigner, d'expliquer, quoi. Du coup, il y a ton rêve qui grandit petit à petit, où tu commences à te dire, non mais attends, peut-être que je peux en vivre. Et puis, t'as toujours ton job à côté. Ça disait quoi dans ta tête avant que tu sautes le pas ? Honnêtement, j'en parlais à personne, à part mon mari, où je disais, franchement, t'imagines, un jour, si je pouvais en vivre, ça serait trop bien. Il n'y a pas grand monde qui fait ça en plus. Je voyais bien qu'il n'y avait aucun contenu en français, à part moi, quasiment. Je disais, t'imagines, ça serait génial. Mais bon, je n'y croyais pas trop. Mais en fait, on va dire, 1 an avant de me lancer, je vais commencer à accepter des petites missions. Donc, je me suis fait un statut. Et j'ai commencé quand on me proposait des opportunités, je les acceptais, sans forcément me dire, je vais en faire de ma vie. Mais je testais des choses. Donc, j'ai été conférencière, j'ai fait des logos, j'ai vendu des originaux, pas beaucoup, mais j'en ai vendu quelques-uns. J'ai fait une aquarelle, j'ai fait une illustration plutôt pour du packaging d'une petite marque. Enfin, j'ai fait plein de trucs un peu aléatoires, on va dire. Mais ça a commencé à me donner des preuves que, en fait, les gens étaient intéressés par ce que j'avais à produire. Et moi, en fait, rien qu'en 1 an, le tout, ça avait récolté peut-être 1 000 € en 1 an. Donc, c'était vraiment pas du tout... vous pouvez rien en faire. Qu'il y avait un truc. Il y avait des petits indices que, ça pouvait... Et je me positionnais, du coup, de plus en plus en tant que pro. Parce que à chaque fois, chaque contact me poussait à me devenir un peu plus pro. Par exemple, j'avais rencontré une marque de papier d'aquarelle. C'était la première fois que je rencontrais la marque. Et la marque avait repéré mon blog. Et la marque, du coup, m'avait offert du papier. Et donc, pour faire un peu vraiment pro, j'avais décidé de vraiment mettre en valeur mes articles de blog, faire des meilleures photos, etc. Et en fait, après, ces photos-là, dans un article de blog, ont été repérées par ma maison d'édition. Et j'ai eu une maison d'édition, du coup, qui m'a proposé d'écrire un livre à partir de ces photos. Enfin, tu vois, tout ça peut enchaîner à partir de petits trucs. C'est devenu plus gros, mais ça a pris du temps, tout ça. Parce que, voilà, le blog, je l'ai ouvert en juillet 2013. Et j'ai vraiment gagné un salaire en décembre 2017. Donc, il s'est écoulé 5 ans en tout
le temps de faire le blog, de commencer à devenir de plus en plus, on va dire, entre guillemets, expert de mon sujet, tester des choses, créer mon statut et compagnie. Et après, jusqu'au jour où j'ai eu une maison d'édition donc, qui m'a écrit en me disant « On voudrait faire un livre, on aime bien votre blog, vous êtes une des seules à faire ça en français. » Et voilà, c'est là où je me suis dit « Waouh !» Là, on commence à se rapprocher de mon rêve, de tous mes trucs que j'écrivais depuis 1 an, là, tous les matins, on commence à s'en rapprocher. Mais bon, j'avais clairement peur j'avais peur de faire ce projet-là. Après, j'ai eu une deuxième maison d'édition, donc pour le livre La Jose Crée, qui m'a proposé la même chose, un livre d'aquarelle à la base. Débusteur Jose l'aquarelle. Et j'étais complètement impressionnée quoi d'avoir ces propositions-là. Et je me suis dit bon, ça confirme un petit peu mon ressenti. Et là, j'ai fait un move que je conseillerais pas de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, j'avais un petit peu des petits revenus, mais c'était très light, comme je disais, c'était encore assez light. Et j'ai décidé de démissionner. Mon entreprise ne pouvait pas me faire rupture conventionnelle ou autre, donc j'avais pas de filet, on va dire. J'avais des économies, j'avais aussi mon copain, qui est devenu mon mari, qui était avec moi. On habitait ensemble, donc j'étais pas seule. Mais c'est vrai que je m'étais dit bon, je me donne 1 an, je teste et j'ai envie de créer des cours vidéo. C'était pour moi un modèle économique qui correspondait à ce que j'aimais, qui restait dans le monde créatif, mais qui me rassurait aussi parce que c'était à mi-chemin entre le full artistique et l'entrepreneuriat, quoi. Donc, je m'étais dit, j'ai envie de tester un cours vidéo. Dans tous les cas, j'arriverai pas à écrire un livre le matin et le week-end, ce serait trop. Donc, je me donne 1 an, j'essaie d'écrire le livre, j'essaie de faire un cours, je vois un peu comment ça donne. Et en fonction, si ça marche pas, je retourne ingénieur et voilà, ça sera une expérience entrepreneuriale à défendre auprès d'une future entreprise qui pourrait m'embaucher, quoi. Et voilà. Du coup, le déclic pour toi, ça a été cette maison d'édition pour le premier livre. Ça a été quoi, en fait, vraiment le déclic où tu t'es dit, bon, bah là, je file madame, quoi? Ouais, ça a été en fait que j'en pouvais plus au boulot, ça devenait de plus en plus ennuyant, c'est-à-dire que les journées étaient extrêmement longues. C'est vraiment les journées, j'avais l'impression de faire 4 journées en une. Ouais. Je voyais de plus en plus le côté politique de mon boulot, je voyais de moins en moins le côté vertueux, le côté on va dire intelligent que j'étais venue chercher, quoi, le fait d'optimiser les flux énergétiques à l'échelle du quartier, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, on me demandait de faire un tableau Excel et à la fin de trouver que ça fait 0 carbone, quoi. Enfin, on n'était pas loin de ça. Donc ça me déprimait un petit peu. Et aussi, le fait que j'avais de plus en plus renforcé un peu mon mental autour de ce que c'est l'entrepreneuriat et tout, et j'arrivais de plus en plus à y croire. Et donc, ça devenait de plus en plus dur de me lever le matin, d'aller faire un taf qui me plaisait de moins en moins, quoi. Donc, voilà. Et puis aussi, c'était janvier 2017, c'est là où j'ai eu ma proposition de mon premier livre. C'est aussi le moment où il y a eu La La Land qui est sorti. Donc, tu vois, ce genre de film qui me disait crois en tes rêves et tout, tu vois. Je faisais que voir des signes partout. Je me retrouvais dans la rue des entrepreneurs à Paris. Je voyais des gens avec des tote bags avec écrit Let's go get it, ou des trucs comme ça. Vraiment, bref. Donc, j'avoue que c'est un peu joué. Et puis, en fait, à l'époque, je ne connaissais personne qui avait fait ce genre de voix, quoi. Je connaissais personne, mais dans mes amis, il y avait personne qui était dans ce délire. Toutes les références que j'avais, c'était des anglophones, des gens qui étaient aux États-Unis, là, pour la plupart. Donc, j'étais vraiment un peu seule dans mon délire. Et j'avais personne pour me dire attention, tu devrais continuer à faire en parallèle pendant un petit peu de temps pour te rassurer, etc. Du coup, j'ai fait ce move aussi en étant un peu seule dans mon coin et en me disant bon j'ai l'impression que c'est la seule solution, quoi. Il faut que je teste et en étant à temps plein, j'arriverai peut-être mieux. J'avais même pas eu l'idée de me dire je prends un temps partiel ou un truc comme ça. Moi, c'était en mode j'avais aucun exemple, donc du coup, je me suis dit bon ça doit être ça la solution. J'ai eu de la chance que ça a bien fonctionné. Mais c'était très, très, très stressant, cette période. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus, il y a eu des décès dans ma famille. Donc, j'osais pas en parler à mes parents parce que je me disais décès plus annonce de démission au bout de moins de 3 ans de CDI, ça va être horrible. Donc, du coup, j'en parlais pas. Donc, c'était vraiment pas une bonne période pour moi d'un point de vue mental. Et que mon mari, finalement, qui était au courant. Voilà. Et puis après, j'ai annoncé le truc. Tout le monde est tombé un peu des nues en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient tarée de lâcher son CDI. Enfin, tout le monde ayant un peu le modèle du CDI toute la vie, quoi. Et voilà, j'aurais dit, ouais, je tente. Et bon, voilà, ça a été après le fait d'avoir des résultats qui a un peu, on va dire, aidé à faire accepter le truc à l'entourage. En fait, j'ai l'impression
que petit à petit, tes croyances ont évolué en fait, sur toi, sur le monde de l'entrepreneuriat, sur les possibilités. Ah oui. Ouais, c'est ça en fait qui t'a fait. Complètement. Ah oui, oui, oui. Complètement. Si j'étais restée dans ma vision de entreprendre égale bosser H24 et ne pas avoir de vie, que j'avais un peu cette vision-là finalement de ma famille, ben non, entreprendre, ça peut être autrement. Ça peut fonctionner. Entreprendre en ligne aussi, c'est différent. Et puis le côté autonome, le côté tout ça, c'était des avantages qui me plaisaient beaucoup quand je me sentais bloquée dans mon boulot, où je voyais que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, que j'étais coincée et tout. C'est vrai que oui, non, complètement, le côté mindset, de toute façon, j'en suis convaincue aujourd'hui, c'est ce qui fait tout dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, ma vision de l'entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un qui est face à soi-même. Alors, soit c'est positif, soit c'est négatif, face à ses forces, mais face à ses faiblesses aussi. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est souvent apprendre de soi et se développer qui permet de passer à l'étape d'après. Donc oui, effectivement, au tout début, je pense que c'était ça aussi. C'était comprendre que quelles sont les ressources que je peux mobiliser, comprendre où je peux aller et me défaire de ces croyances comme quoi j'étais pas capable, comme quoi je pouvais juste faire un CDI et comme quoi il fallait que j'aide l'environnement à tout prix. Il a fallu travailler sur ça, mais ça a pris un peu de temps. Du coup, tu te lances. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, des originaux, t'en as très peu vendus. Toi, tu te lances en faisant un cours en ligne. Ouais, je me lance en faisant un cours en ligne parce que, encore une fois, j'avais vu des modèles des gens le faire. Et ça me rassurait de me dire, je fais pas un truc... Parce que moi, j'ai pas fait d'école d'art, du coup, vu que j'ai fait ingénieur. Et j'ai eu très peu de modèles, finalement, de personnes qui vendent leurs originaux. J'en connaissais pas trop, j'en connaissais voire pas du tout. En tout cas, peut-être quelques-uns en ligne, mais encore une fois, pas personnellement. Ça me faisait très peur, du coup, de me lancer dans un truc full artistique où j'avais aucune idée de comment ça marche. J'avais pas le réseau, j'avais pas, on va dire, toute la culture autour, je connaissais rien. Donc, il y avait, pour le coup, pas beaucoup de monde en ligne qui expliquait comment vivre de son art. Enfin, en tout cas, c'est pas de formule magique, mais en tout cas, il y avait peu d'informations sur ça, alors que des cours vidéo, il y en avait. J'arrivais à trouver des infos et je me disais, ok, ça marche pour des niches business, ça marche pour des niches lifestyle, pour des niches parentalité, pour des niches, pour plein de niches différentes. Pourquoi ça marcherait pas pour l'aquarelle ? D'autant plus que t'aimes ça, enseigner. Oui, d'autant plus que j'aimais ça, j'aimais enseigner, donc je me disais, franchement, ça colle bien avec mes valeurs, avec ce qui m'intéresse. Donc, et en plus, ça me rassurait parce que moi, le côté entreprise, ça a toujours été, on va dire, mon point fort. Ça me faisait pas peur. Le côté chiffres, le côté logiciel et tout, ça m'a jamais fait peur. Donc, je me disais, pas de souci, monter des vidéos, faire un site avec accès de membres pour regarder des vidéos, ça me fait pas peur, je le fais. Donc, ça me rassurait plus que vendre des originaux. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Avec le recul, je m'en rends bien compte. Mais c'est vrai que comme c'était inconnu, j'avais besoin d'un minimum, un truc qui est prouvé, c'est-à-dire qui a déjà été fait par quelqu'un, où je peux me dire, ok, ça a déjà été fait, ça c'est prouvé que ça marche, j'ai plus qu'à suivre un framework et c'est bon. Donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, parce que j'avais des exemples. Et puis parce que voilà, ça me plaisait bien. Ouais, ça te plaisait bien, ouais. Et du coup, comment ton entreprise a évolué ? Ça, c'était quand, en fait, ton premier cours ? Ça, c'était en 2017. J'ai démissionné, en gros, j'ai commencé à être à temps plein, du coup, dans mon projet l'été 2017. Donc, le temps que je l'annonce et compagnie, ça a pris beaucoup de temps parce que, voilà, j'avais un préavis de départ et compagnie. Donc, entre le début 2017 et juillet, j'ai commencé la première semaine de juillet, j'ai commencé sur mon projet. Et là, je me suis mise à fond. Donc, j'étais déjà pas mal à fond, quand même, parce que je bossais tous les week-ends sur mon projet, je bossais tous les matins sur mon projet. Donc, j'étais déjà bien sur mon truc. Mais là, c'était le rêve. J'étais à temps plein. Donc, là, j'étais no limite, quoi. Je faisais ce que je voulais. Je pouvais faire des photos en pleine après-midi. Je devais me pincer pour y croire. Donc c'était trop bien, mais j'ai énormément bossé. Alors moi, ça me gênait pas parce que je faisais vraiment un truc qui me plaisait tellement que je pouvais bosser tout le temps. Pour moi, c'était pas du boulot presque, vu que c'était ce que je faisais déjà en fait avant, mais tout le temps. Voilà. Et en fait, donc j'ai sorti un premier livre. Enfin, j'ai sorti un premier cours en fin 2017 parce que je voulais tout de suite appliquer ce que j'avais appris. Pour me dire, est-ce que ça fonctionne ? Si ça fonctionne pas, au moins, maintenant, je sais que ça fonctionne pas, autant que je teste autre chose. Je voulais pas attendre d'être à mon année de test et d'avoir rien fait, quoi. Donc, très vite, j'ai fait un premier cours vidéo.
Sur les bases de l'aquarelle ? Sur les bases de l'aquarelle. Sur les bases de l'aquarelle, c'était une grosse demande. Il y a quasiment pas de contenu, on va dire, très débutant. C'était plus des trucs un peu pour des personnes déjà avancées, un peu puristes, on va dire. Moi, j'avais une approche un peu décontractée du truc, un peu loisir créatif. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. J'avais appliqué à la lettre tout ce que j'avais appris, et c'est vrai que ça a vraiment très très bien marché, au point que j'étais vraiment très étonnée. Je m'y attendais pas, et ça m'a beaucoup rassurée. Et en fait, je me suis dit bon, faut que tu retestes. Ça devait être un coup de chance. Donc 3 mois après, j'ai trimé comme une folle, et j'ai fait un autre cours qui existe encore. D'ailleurs, je vends encore ce cours. Il s'appelle Fantastic Fleurs, un cours sur les fleurs. Et voilà, je me suis dit, il faut que tu vois si c'était un coup de chance ou pas. Je lance le cours au moment de la sortie du livre, donc que j'avais écrit l'été quand j'ai commencé à être indépendante. Et même résultat, donc là j'étais vraiment super impressionnée, quoi. Et je me suis dit bon, c'est bon, c'est pas un hasard là, t'as un truc. Voilà, donc j'ai voilà tout en gros les premières années, j'ai créé des cours vidéo, donc j'en ai créé 3 entre 2017 et 2019. J'ai créé 3 livres aussi, donc mes 2 livres d'aquarelle sur les fleurs, sur la jungle et sur la créativité avec Erol, donc la deuxième maison d'édition qui m'avait contacté au début, mais je pouvais pas faire 2 livres sur les bases et les fleurs de l'aquarelle, donc je leur ai proposé un livre un peu plus sur la créativité, qui était un sujet qui me plaisait beaucoup. Et voilà, pendant ce temps, j'ai continué à créer du contenu, donc j'alimentais mes réseaux sociaux, j'alimentais mon blog, je faisais ma newsletter. Voilà, je continuais à nourrir un petit peu ma créativité. Et puis en fait, au fur et à mesure, des projets arrivaient. Ouais, c'est ce que j'allais dire en termes de revenus. Du coup, tu avais les cours, tu avais les livres, et après, ça a commencé à se diversifier encore plus. Non, principalement, c'était quand même les cours et le livre, même si voilà, les livres c'est pas des grosses sources de revenus. C'était plutôt les cours, on va dire, mais c'était compliqué parce que j'avais des pics en fait au moment où je faisais des lancements. Donc c'était un peu dur parce que bon, même si ça faisait du coup des économies, ben je pouvais pas non plus être très rassurée parce que ça faisait ce côté pic. Donc fin 2018, j'ai décidé d'essayer de mettre en place des modèles un peu plus passifs qui me permettaient d'avoir des revenus récurrents. Donc ça, on les a plus ou moins défaits, ces systèmes-là, à peine cet été. Donc ça a quand même tourné pendant 3-4 ans, on va dire. Donc ça me permettait du coup d'éviter les grands pics, même si je faisais des occasions spéciales où je lançais les produits avec des temps forts. Mais il y avait aussi le côté passif petit à petit qui est venu compléter. Après, effectivement, j'avais aussi des fois des projets différents. Donc, par exemple, j'ai fait du licensing, j'ai vendu des illustrations à Nathan, par exemple, qui en a fait un Pulse, ou je sais pas, j'ai fait plusieurs trucs comme ça, ou j'ai fait des ateliers. J'ai fait beaucoup d'ateliers en 2018-2019 en présentiel, par exemple, avec le BHV, avec des marques aussi en team building ou des trucs comme ça. Je testais un peu plein de choses. Mais mon revenu principal, c'était les cours vidéo. Je faisais aussi un peu d'affiliation, de partenariat avec d'autres marques, des choses comme ça pour créer des produits ensemble. Et donc petit à petit, voilà, j'ai développé le projet. Les cours vidéo, c'était toujours ce qui me plaisait le plus. J'aimais beaucoup enseigner. Et après est arrivé le Covid, où là, bah, en fait, moi, tout le monde avait envie de se changer les idées, avait envie de faire des cours en ligne. C'était beaucoup plus commun, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà des cours vidéo, j'avais déjà tout le système en place, donc le truc a un peu explosé pendant le Covid. Et moi, je me suis retrouvée à bosser H24 jusqu'à 1h du mat à répondre à des mails. Enfin, c'était du délire, quoi. Donc voilà, ça s'est vraiment beaucoup développé pendant le Covid, et au point où voilà, je faisais beaucoup d'événements aussi. J'ai inventé à ce moment-là des stages, sorte de stages gratuits, les stages boosters, où voilà, on faisait un thème tous ensemble, et ça crée une émulation. Donc il y a vraiment ce côté porteur de la communauté, c'était vraiment chouette. Et après aussi, j'en profitais pour aussi faire de la promo pour mes cours, donc c'était un peu les deux. Et ça m'a vraiment permis de développer l'entreprise énormément à ce moment-là, de me faire connaître beaucoup. Mais j'en pouvais plus, quoi. Clairement, j'en pouvais plus. Donc voilà. Après, à partir de 2020, j'ai commencé à monter mon équipe. Okay. Donc là, je me suis dit faut de l'aide. Donc j'ai quelqu'un qui m'a rejoint sur la partie community management. Mon mari aussi, maintenant, il s'est mis à travailler avec moi à ce moment-là, plus sur la partie opération. Et je me suis dit
J'ai fait 3 cours qui me plaisent. C'est quoi l'étape d'après pour moi? Et l'étape d'après pour moi, c'était de faire évoluer mon style, qui avait été très sur les fleurs, sur les végétaux. Et je me suis dit, il faut que je sorte ça parce que sinon, j'aurais entre guillemets que ça à apprendre aux gens. Donc, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'élargir. Donc, je me suis lancée sur le sujet des paysages. Ouais, d'accord. Parce que j'allais te demander comment Marie, l'artiste, a évolué pendant ce moment-là, justement, quand tu étais très occupée à être partout. Bah, honnêtement, c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'éclatais parce que je devais monter en compétences vite pour produire des cours et des livres. Donc, mine de rien, il y avait quand même pas mal d'artistique. Donc, mine de rien, j'ai beaucoup travaillé mon art pendant ces années-là, de façon assez dure, je dois l'avouer, et je veux pas masquer la vérité, j'ai énormément travaillé. Ces années-là, franchement, je bossais tout le temps, quoi. Je bossais tout le temps, je sortais quasiment jamais, je bossais tous les week-ends, j'avais pas de vacances. Enfin, franchement, je veux pas enjoliver le truc, c'était hardcore. Mais je m'éclatais parce que je voyais les résultats, le truc se développait, on me proposait des nouveaux livres, les cours se vendaient bien, donc franchement, ça me dérangeait pas. Et c'est vrai que ça a été un accélérateur de fou pour mon art aussi. Parce que il fallait que j'avais envie de proposer des trucs quali, etc. Donc je passais énormément de temps à bosser, à peindre, à tester, à recommencer, à recommencer, etc. Mais c'était quand même assez. Oui, c'est marrant parce que je pensais que ça aurait justement eu le risque de t'empêcher de peindre. Mais non, au contraire. Je peignais jamais pour moi. Je ne peignais jamais pour moi et en fait, je peignais toujours avec un objectif pour l'entreprise. Donc, je me disais, tu vas peindre pour un livre, tu vas peindre pour un atelier, tu vas peindre pour un kit, tu vas peindre pour un cours, tu vas peindre pour un live, tu vas peindre pour un stage booster. Et en fait, à ce moment-là, ça me dérangeait pas parce que j'étais dans mon truc, ça se développait. Franchement, c'était excitant, quoi. Donc, ça me dérangeait pas. Et en fait, c'est après, au bout de quelques années, on va dire après le Covid, là, où j'ai commencé à avoir le contre-coup. Ouais. Où en fait, je me suis dit, donc je me disais, ça va être ça ma vie, quoi, de bosser comme ça non-stop, de jamais accorder du temps finalement à mes envies d'explorer, mes projets perso à moi en fait. Et je me disais, mince, mais ça va être ça sur le long terme, du coup, le projet. Je commençais à me dire, j'ai pas envie de ça dans le long terme. Et je commençais à voir le projet plus comme un projet de il faut que je me prouve que ça peut marcher à un projet de vie. Et un peu mon identité a évolué à ce moment-là. Je me suis dit, je suis pas juste Marie l'ancienne ingénieure qui fait un petit projet d'aquarelle. Ouais. Je suis Marie l'entrepreneur qui devient une chef d'entreprise. Et là, j'ai eu beaucoup d'autres problèmes de mindset qui sont apparus. Bon, ça c'était un peu après parce qu'entre-temps il y a eu la création de mon cours sur les paysages, donc j'avais quand même beaucoup on va dire ça a été après le cours sur les paysages parce que en gros le cours sur les paysages j'ai aussi beaucoup bossé pour réussir à progresser rapidement sur ce sujet-là. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'après ce cours je me disais mais c'est quoi la prochaine étape pour moi en fait, je sors un cours sur quoi? Je vais peindre sur quoi? Et en fait, j'avais pas envie de peindre le portrait ou du croquis urbain parce que pour le coup, c'est vraiment pas mon truc. Okay. Et là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je me disais mince, mais en fait, c'est quoi que j'aime? Ouais. Et même si j'avais aimé traiter les paysages, bien sûr, j'ai beaucoup aimé faire tout ça, j'ai beaucoup aimé faire les végétaux. C'était toujours un petit peu dans une idée de productivisation de ma créativité. Ouais. Et c'est vrai que cette étape, on va dire, mi-2021 à on va dire cet été, hein, ça a pris 1 an à évoluer, à sortir un peu de ma chrysalide du bébé entrepreneur à vraiment un truc dans le long terme. Ouais, ça a été me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Attention à pas trop mettre de côté tes envies et pas non plus tout le temps avancer comme ça, la tête dans le guidon, dans tes projets. Alors voilà, ça a été beaucoup de doutes et de remises en question plus récentes, quoi. On va y revenir. J'aimerais bien qu'on parle du coup de comment toi tu aides ton audience à faire de la place à leur part créative. Parce que si j'ai bien compris, mais j'aimerais bien que tu m'en dises plus, toi tu vois pas juste ça, tes cours en ligne, c'est pas juste des cours d'aquarelle. Je t'ai déjà entendu dire l'aquarelle c'est plus que l'aquarelle, c'est aussi apprendre à lâcher prise, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais. En fait, je me suis rendu compte en peignant à l'aquarelle que
ça avait un côté très frustrant parce que tu n'as pas le contrôle. Moi, je suis quelqu'un, peut-être que tu peux l'entendre à force de m'entendre parler, mais j'aime bien avoir le contrôle, j'aime bien avoir un plan d'action, j'aime bien que ça soit carré, je pars pas dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que l'aquarelle, on peut pas repasser sur l'aquarelle. C'est avec de l'eau. Et donc, en gros, on peigne et si ça rate, ça rate. Si ça réussit, ça réussit. Les fusions, on peut pas les contrôler. C'est les pigments on peut un minimum les contrôler, mais voilà, c'est très aléatoire. Et cette pratique, du coup, ça m'a apporté énormément de challenge aussi, parce que je me disais, voilà. Et c'était très relaxant parce que j'étais tellement concentrée pour essayer de capter ces formes, de capturer ce que j'avais envie de capturer, que je perdais un peu la notion du temps, je me laissais aller dans le flow. Enfin, c'était vraiment des moments de grande relaxation, c'est hyper agréable. Et quand j'ai commencé à partager ça en ligne et que des gens aussi peignaient grâce à mes tutoriels ou ce genre de choses, j'ai énormément eu de retours de gens qui me disaient à quel point ça changeait leur vie. Et c'est vrai que moi, je dirais pas que ça a changé ma vie, évidemment, mais au tout début, je faisais pas forcément ça. Ça n'a pas non plus changé mon quotidien à ce point quand je peignais le soir. Mais je voyais quand même qu'il y avait des personnes pour qui c'était transformateur de vraiment remettre les mains dans le cambouis, de vraiment reprendre une activité artistique. C'était faire du bien à leur âme, quoi, vraiment. Et c'était retrouver des automatismes d'enfants, c'était s'autoriser. En fait, il y a énormément de personnes qui ne s'autorisent pas. Un peu, souvent, je parle du syndrome de Cendrillon. C'est Julia Cameron, je crois, dans un de ses bouquins qui en parle, mais c'est vraiment l'idée de je fais tout pour les autres et moi je passe en dernier et voilà quoi, advienne que pourra. Et en fait, ces personnes reprenaient du temps pour elles et je voyais dans leurs messages, dans les échanges qu'on avait, parce que bon, avant d'avoir de l'aide, c'est moi qui discutais avec les gens, bien sûr, et je voyais à quel point ça faisait du bien aux gens, pas tellement de réussir une couronne de fleurs, mais juste de prendre du temps pour elles, quoi. Et ça m'a énormément touchée, et c'est vrai que mon but, c'était pas tant les aider, bien sûr, c'était cool de leur réussir à leur faire des belles couronnes de fleurs et un beau paysage, mais c'était convaincre les gens d'essayer de recréer. Et quand je recevais ces messages de gens, grâce à toi, j'ai repris du temps pour moi, regarde mon mur, il y a plein d'aquarelles, mon truc c'est moche, mais je suis tellement contente d'avoir créé et tout, ça m'apportait une satisfaction énorme. Et voilà. Donc, oui, je suis persuadée que l'aquarelle, c'est pas que, comme nombreux loisirs créatifs, comme pas que l'aquarelle, mais en tout cas, voilà. Je pense que l'aquarelle, avec ses propriétés très spontanées, force à rentrer dans cet état de flow rapidement et facilement. Et donc, c'est un moyen facile, effectivement, de peut-être encore plus se lâcher les écrans et tout ça. Donc, ouais, il y a plus que ça, effectivement. Il y a plus que ça, ouais. Et du coup, pour continuer sur ce sujet, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui empêche les gens de le faire, en fait, dans leur quotidien, de renouer avec leur créativité. Donc, tu as écrit un livre, tu en as un petit peu parlé, qui s'appelle « J'ose créer ». Donc déjà, le titre dit beaucoup parce que j'ose créer. Et donc, ce livre, il est présenté sous forme d'une série de défis. Et le premier défi, c'est se donner la permission de créer. C'est quand même dingue. Comment t'expliques ça, en fait ? En fait, quand j'ai commencé à effectivement parler de plus en plus d'aquarelle sur mes réseaux, j'avais toutes sortes de messages, mais la plupart du temps, c'est « Ah, mais moi, j'ai pas le temps ». Ou « Ah, ben moi, telle ou telle circonstance ». Et c'est pas forcément que des excuses bateaux, c'est des vrais ressentis de personnes et c'est pas juste facile de dire « Bah si, t'as le temps, prends le temps ». Des fois, on n'a pas du tout le temps et voilà, il y a des circonstances de vie, je sais pas, quand on devient maman ou quand on doit s'occuper d'un parent qui a des difficultés ou des choses comme ça, il faut pas non plus dire si on a le temps, si on veut, c'est pas forcément le cas. Mais dans la plupart des cas, on peut avoir un peu de temps. Et ça veut pas dire que c'est si simple que ça de prendre le temps. Donc moi, au début, ça, je l'avais pas compris. Et donc, je faisais des vidéos sur comment prendre le temps, comment s'organiser. Regardez le Miracle Morning, c'est génial et tout. Mais ça n'aidait pas forcément les gens, en fait. Ouais. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ces blocages-là venaient de plus profond que juste j'ai pas le temps. Souvent, c'était des gens qui ne s'autorisaient pas, qui avaient une cicatrice créative, quelqu'un les avait critiqués dans l'enfance ou la famille qui les avait toujours comparés à
à un frère ou une sœur qui a plus de facilité, et du coup, ils n'osent pas forcément exprimer leur créativité à leur tour. T'appelles ça une cicatrice créative? Ouais, c'est joli. Ouais. Ouais, bah c'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est Brené Brown qui écrit beaucoup sur la vulnérabilité, sur la honte, sur ce genre de choses. Et dans un podcast avec Elizabeth Gilbert, t'as dû en entendre parler, celle qui a écrit Eat, Pray, Love et tout ça, et Big Magic, son livre sur la créativité aussi qui est super intéressant. Elle parlait justement de ça. Et elle disait qu'en fait, je crois que c'est 43% des gens qui auraient, d'après Brené Brown, une cicatrice créative, donc en gros un souvenir honteux dans l'enfance lié à la créativité. La plupart des gens, je crois, elle disait un truc comme 80% des gens ont une cicatrice, un souvenir honteux dans l'enfance, mais c'était 50% de ces 80% avaient un souvenir honteux lié à la créativité en particulier. Et donc, ça empêcherait beaucoup de gens de se reconnecter à ça, parce que ils ont tout plein d'automatismes et si on me critique, et si on me juge, on m'a déjà jugé. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont un peu inconscientes. Il y a énormément de gens qui ont vécu ça. Et quand j'ai commencé à me documenter un peu sur le sujet, j'ai partagé avec les gens ces recherches que j'avais vues, ces chiffres autour de ça et tout. Et j'ai eu des témoignages, mais d'une violence autour de ça. Et en fait, ouais, c'est le papa qui va toujours comparer à un autre membre de la famille, en fait, qui est soit très nul et qui a essayé de se lancer mais qui a échoué, soit très très bon et on n'en verra jamais à son niveau. Enfin, c'est des trucs de fou. Et en fait, c'est très commun que les gens ont ce genre de ressenti-là. C'est un peu aussi dans l'imaginaire collectif qu'on peut pas vraiment trop créer quand on est adulte, on crée quand on est enfant, et après c'est un truc d'enfant et c'est pas un truc d'adulte, on peut pas en vivre. Alors il faut vraiment avoir un don. Enfin, il y a beaucoup d'imaginaire collectif aussi qui joue. Et j'ai essayé, on va dire, de faire un truc assez moderne, qui soit pas trop enfantin non plus, même si c'est quand même très débutant. Donc souvent les gens sont pas contents parce que ça fait des rendus un peu trop enfants selon leur goût. Donc que ça donne un rendu qui leur plaise, qui soit assez moderne et qui soit pas trop enfantin, et qui soit assez satisfaisant à obtenir directement, pour que voilà, ils puissent continuer un petit peu, se dire ah oui, j'ai fait qu'un quart d'heure, je peux peut-être continuer en faisant plus. Parce que souvent en fait, quand on voyait des contenus aquarelles, en tout cas quand j'ai commencé, c'était des trucs qu'il fallait presque des années avant d'y arriver. Voilà. Donc on a parlé de la permission de créer. Qu'est-ce que tu vois comme autre barrière, en fait, comme résistance qui bloque la pratique artistique ? En fait, il y en a plein. La première barrière, comme je te le dis, c'est vraiment une barrière profonde qu'on ne détecte pas toujours. Ça va vraiment être, j'ai une cicatrice créative, j'ai une croyance autour de ma créativité, je ne peux pas faire de créativité pour X ou Y raison, mais on la masque par tout un tas d'autres excuses, comme voilà, j'ai pas le temps, j'ai un quotidien hyper rempli, donc ça, à la limite, c'est peut-être vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut quand même trouver un quart d'heure par-ci, par-là ? Je pense que si, dans la grande majorité des cas, sauf les cas que j'ai évoqués précédemment. Voilà. Après, ça va être des personnes qui vont dire, moi j'ai mieux à faire, quoi. Hein. Moi j'ai tout simplement, voilà, le syndrome de Cendrillon, encore une fois, qui sont en mode, je dois m'occuper de mes enfants, je dois faire ça, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper du travail. Ça passe en tout dernier, donc du coup, priorisation des projets, on fait jamais d'activité créative. Ça va être des personnes qui ont peur aussi du jugement, donc tout est lié. Ça va être, on n'a pas envie en fait d'être suffisamment vulnérable. Faire une activité artistique, c'est être vulnérable, c'est montrer du coup soi, c'est montrer sa production, c'est montrer ses ratés, c'est montrer quelque chose qui sort de son âme. Et c'est vulnérable. Et il y a des gens qui, en fait, ont créé une carapace et qui, voilà, ils veulent pas rentrer dedans et oser montrer ça. Ils montrent un peu un masque, parfois, et c'est normal, hein. On est très nombreux, tout le monde fait ça. Mais c'est vrai que, du coup, oser créer, tu oses aussi peut-être, du coup, avoir des questions. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta nouvelle activité? Montre ce que tu fais. Donc, moi, ce que je recommande aux gens qui se lancent, c'est ne montrez pas votre production. Faites votre petit jardin secret, n'en parlez à personne, faites dans votre coin. Le soir éventuellement, ou le matin, peu importe, mais n'en parlez pas au début, faites juste pour vous, parce que c'est déjà dur de se lancer, donc voilà. Après oui, des blocages, honnêtement, je me souviens plus de tous ceux que j'ai cités dans mon livre, mais effectivement, il y en a plein. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond qui fait que
Et en fait, souvent, on s'auto-sabote, on s'auto-interdit des choses. Et ça, c'est pas que quand on se lance dans la créativité, hein. Moi, j'ai eu la même chose plus tard dans mon parcours d'entrepreneur, pour des raisons plus profondes. Peur du rejet, c'est des trucs, voilà, qui sont un peu communs à tout le monde, mais peur de trop briller. Peur de trop briller. Et si je deviens trop fort, en fait, et qu'après, finalement, je suis plus dans la norme, et du coup, que les autres se disent c'est beau ce qu'elle fait, dis donc, moi, c'est nul à côté. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça, et au final, on les masque avec, voilà, j'ai pas le temps, c'est le truc le plus classique, quoi. Et du coup, c'est encore plus difficile de s'autoriser à vivre d'une activité artistique ou créative. C'est difficile, je dirais, faut pas trop réfléchir au début. Il faut, s'il y a quelque chose, donc si vous nous écoutez et qu'il y a quelque chose de créatif qui vous inspire, je dirais, essayez de vous lancer dans quelque chose de petit. Voilà, ne vous dites pas, je vais créer tout un business autour du tricot, c'est ma passion, je vais ouvrir une boutique de tricot. Juste essayez le tricot, faites un petit modèle de tricot et terminez. Ça vous a pris peut-être 1 heure de découvrir le tricot et vous passez à autre chose si ça vous plaît pas, vous continuez si ça vous plaît, mais vous faites petit projet en petit projet. Quand on est bloqué, on a du mal à passer à l'action. Donc des fois, il faut juste un passage à l'action pour se rendre compte que, ah oui, en fait, on arrive à le faire. Donc si c'est l'aquarelle, voilà, faire un petit tuto pour débutants, puis peut-être un deuxième. Si c'est n'importe quoi, l'écriture, eh bien juste faire peut-être un exercice de journaling où on va écrire ses pensées et le lendemain peut-être le refaire, mais pas se dire je vais écrire un livre. Parce que déjà qu'on a beaucoup de barrières à l'entrée, si on s'en rajoute, je dirais que vraiment le truc pour dépasser, c'est de faire des petits trucs, mais au moins faire quelque chose, passer à l'action, quoi. Parce que finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'était bien pire par rapport aussi aux témoignages que j'ai reçus, de ne jamais passer à l'action et de voir les autres passer à l'action et de voir les autres avancer et se dire ah mais moi j'aurais fait ça comme ça, moi j'aurais fait ça comme ça et tout. Oui, mais on l'a pas fait. Et peut-être qu'il y a des gens qui passent à l'action, qui font des trucs pas terribles, on peut les trouver moins bien en tout cas, mais au moins ils font des trucs. Ouais. Voilà, donc je sais que le fait de regretter et le fait de vivre cette comparaison à des gens qui se lancent vs nous qui nous lançons pas est dur. Donc voilà, c'est ce que je conseille, c'est de faire des petites actions, mais d'agir, quoi, de pas juste observer. Prendre un quart d'heure. Moi, je dis aux gens, par exemple, dans le cadre de l'aquarelle, je leur dis, si vous voulez débuter l'aquarelle, un quart d'heure vous faites, pas plus. Faites un nuancier, vous faites juste un quart d'heure et vous avisez après si vous avez envie de refaire plus tard. Donc si on entend cette petite voix qui réclame, cette petite voix qui nous dit « fais-moi une place, à moi l'artiste », commencer par des petits projets, y aller doucement. Ouais, et ne pas en parler. Franchement, j'insiste, parce que c'est très dur quand on a la petite voix qui nous dit « fais-moi une place », qu'on commence à se lancer, qu'on parle, par exemple, admettons si c'est, je sais pas moi, la musique ou l'écriture ou n'importe quoi, qu'on commence à en parler et que quelqu'un nous dit « ah, mais tu fais de la musique, toi ?» ou « ah, mais t'écris, toi ?» Ça peut plomber. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, on garde un petit peu ça dans sa bulle, on construit son truc dans sa bulle et voilà, on passe à l'action, c'est-à-dire s'il y a un truc qui nous tente, tant que l'investissement, on va dire, est raisonnable, voilà, faire un cours d'essai de musique, faire un atelier gratuit sur YouTube d'écriture, faire un tuto gratuit sur YouTube d'aquarelle, on passe à l'action, on fait un premier truc et on n'a pas trop d'attente et on attend ce que le processus va nous apporter, on va voir ce qu'il nous a apporté et on déroule la pelote à partir de là. C'est vraiment ce que je conseillerais. Moi, jamais de la vie, j'aurais imaginé mon parcours il y a 5 ans et jamais j'aurais pu imaginer un tel truc quand j'ai ouvert mon blog à la veille de mon départ à Stockholm. Ça a été un blog, puis un autre truc, puis un autre petit truc. Et au début, c'était que des petits trucs qui accumulaient donnent autre chose. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à tellement se comparer aux autres, à tellement voir des beaux projets un peu partout sur les réseaux, justement dans les podcasts ou sur n'importe où, que presque on a tout de suite envie de faire un truc de fou et de se dire ah, vu le temps que j'ai attendu, il faut que je fasse un truc de fou, donc j'attends. Et en fait, en attendant, on perd son momentum et finalement, on perd aussi des moments précieux de test à petite échelle. Ah, c'est cool ces conseils, merci. Pour terminer le podcast, je voudrais revenir au fait que toi, maintenant, tu es en train de faire de la place à autre chose. On en a parlé tout à l'heure. On s'était arrêté à ton activité a grossi, il y a une équipe, etc. Et toi, tu te dis, mais est-ce que c'est toujours ce que j'aime ? Et tu en es où aujourd'hui ?
Ben, en gros, ouais, voilà, exactement. Il s'est passé donc l'activité, a grossi, on va dire, jusqu'à mi-2021, donc l'année dernière. Et à ce moment-là, je ne voyais plus trop j'avais l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais faire pour développer le projet et je ne voyais plus un plan d'action pour l'avenir. Je voyais plus quelle était l'étape d'après pour moi. Et je me suis dit, mais ça va être quoi ma vie, quoi? Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment dit, c'est plus seulement j'essaye de développer cette entreprise et de me prouver qu'elle peut marcher, mais c'est un projet de vie. Et c'est en plus à ce moment-là où on a acheté un appartement, mon mari du coup travaille avec moi, donc tout reposait sur ce projet-là. Et je me suis dit, tu peux pas te permettre de faire un projet qui soit juste un projet boost où tu mets toute ton énergie et t'essayes de pas être en burn-out et voilà quoi. Il faut que ça soit un truc équilibré, qui t'épanouisse, qui te plaise et pas juste quelle est la demande? Ah, fais un cours sur les portraits, donc je fais un cours sur les portraits. On n'était pas à ce point-là quand même parce que j'ai apprécié développer mon art sur les végétaux, les paysages et compagnie, mais on n'en était plus très loin et il faut se l'avouer. Donc ça en est suivi une année entière de doute où j'ai commencé par saboter mon projet sans m'en rendre compte, arrêter de vendre, ne plus faire aucun lancement, supprimer tous les moyens d'acheter sur mon site, donc bien sûr on vendait plus rien. Et sous des excuses de il faut que je teste des trucs ou et après avec le recul je me suis rendu compte en fait que j'ai complètement saboté le truc aussi parce que le projet était à son pic on va dire de réussite et ça me faisait peur en fait parce que au plus le projet grossissait au plus je devais embaucher des gens, on était 5 dans l'équipe. Franchement c'était dur pour moi quoi, c'est-à-dire que je savais pas gérer des gens, je devais du jour au lendemain gérer une équipe de 5 personnes, donner des directions, expliquer la vision alors que j'avais pas de vision. Donc en fait, ce sabotage, je le vois avec le recul, m'a un peu permis de freiner les cas de fer et de dire stop, je sais pas dans quelle direction je vais là. Donc voilà, cette réussite arrivait trop vite et j'étais pas prête. Donc en gros, j'appelle ça ma dette de structure, pas forcément des dettes financières, mais pendant 1 an, du coup, j'ai essayé de me structurer, j'ai suivi des cours, j'ai essayé de beaucoup travailler mon mindset pour essayer de comprendre en fait les nouveaux blocages que je rencontrais. Ouais. Et je me suis rendu compte effectivement que voilà, il y avait une dissonance entre les produits que je sortais, mes envies profondes qui commençaient à changer. Et là, la petite voix qui dit fais-moi une place, ben moi, elle commençait à se matérialiser de nouveau. Et je pense que voilà, c'est pas juste une fois dans la vie où la voix arrive et dit coucou, c'est ça que tu as envie de faire, fais-moi une place. C'est un peu tout au long de la vie, c'est une forme d'intuition finalement. Ouais. T'as une intuition qui te dit voilà là où tu devrais aller, c'est ça qui te plaît, va dans cette direction. Et moi en fait, je m'étais complètement coupée de ça. J'avais complètement coupé mon intuition, je ne l'écoutais plus, alors que je suis quelqu'un d'assez intuitive qui fait des trucs souvent à l'instinct et tout. Je ressens des trucs, en mode, il y a différents types de personnalités un peu. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, mais en fait, moi, je m'étais complètement coupée de ça parce qu'arrivé du moment où j'avais une équipe, il fallait que tout soit comme j'avais ma vision de l'entreprise, c'est-à-dire il fallait que j'ai des procédures, il fallait que j'ai des points d'équipe, il fallait que j'ai des moments d'évaluation de la performance. Enfin, j'étais dans un truc, je copiais ce que j'avais vu de l'entreprise pendant ma petite carrière d'ingénieur, je copiais un peu ces règles que j'avais vues et je me mettais dans la case, maintenant t'es une entreprise, tu n'as pas le droit de partir en délire. Donc tout ce qui était intuition, ça dégage, on va pas non plus partir en délire avec ça, alors que mon intuition me disait arrête de faire ça, fais autre chose, prends du temps pour explorer ça. Mon esprit super carré me disait non, il faut t'organiser, il faut faire une réunion, il faut faire ça, machin. Jusqu'au moment où en fait ça n'a plus fonctionné, j'ai tout envoyé valser, j'avais déjà pas mal saboté le truc, là j'ai tout annulé en plein. C'est-à-dire qu'on produisait plus du tout de contenu, parce que tout le contenu qu'on produisait, ça ne me correspondait plus, mais j'avais tellement poussé le truc jusqu'à mon niveau de tolérance que voilà, j'ai continué dans cette direction un peu trop longtemps, on va dire. Donc jusqu'à un moment où, là, pendant cette année 2022, il y a l'essentiel de l'année, on n'a pas produit de contenu, on n'a pas vendu de produits, on a complètement mis tout en pause, le temps que je me ressource et je me dise qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que mon intuition me dit, qu'est-ce qui m'inspire. Et j'ai enfin compris que en tant qu'artiste
entrepreneurs, même en tant qu'entrepreneur en général, beaucoup, je pense, de personnes qui vont écouter ce podcast vont être dans ce cas. On est des marques incarnées, en fait. On est des marques personnelles. On n'est pas des marques classiques, on n'est pas des entreprises classiques avec des fonctionnements. Je vends un produit et c'est mon marketing autour de mon produit. Je vends des tablettes de lave-vaisselle et je dois toujours avoir une équipe qui vend ma tablette de lave-vaisselle. Nous, c'est un peu... Souvent, ça va être notre production, notre création de contenu, nos intérêts qui vont un peu diriger tout ça. Et donc, si on se met dans le prisme de l'entreprise classique alors qu'on est des marques personnelles au fond, et moi, ça, je le dévalorisais énormément. J'estimais que c'était pas professionnel, en fait, de baser tout ça sur mes envies, parce que j'avais trop le prisme de l'entreprise classique, alors qu'en réalité, il fallait que je me dise, la marque personnelle a énormément de puissance. Il y a plein d'exemples de marques personnelles. Rien que par exemple, les Kardashian, même si c'est pas forcément mon modèle de business, c'est des marques personnelles ultra puissantes. Et quand j'ai commencé à changer mon point de vue sur ça, je me suis dit, ok, en fait, c'est puissant que de faire ce que je veux et ce que j'ai envie. Et je me suis mise dans une quête de qu'est-ce qui me fait vibrer, j'essaie de reconnecter profondément à qu'est-ce qui me plaît. Et en fait, j'ai envie d'aider les gens à peut-être vivre un jour de leur créativité. J'ai envie d'aider les gens à utiliser les outils peut-être très business que j'ai développés au début et un peu plus mindset sur cette année de galère plus récente. J'ai envie aussi d'aider les gens à associer ce pilier artistique qu'on a tendance à malmener mais qui est essentiel, et comment moi, avec mes prises de conscience, j'ai remis en question mon style, j'ai fait évoluer mes compétences et compagnie. Bon, bien sûr, j'apprends continuellement, hein, donc ça va évoluer au fil du temps. Mais en tout cas, j'ai envie d'aider ces personnes qui, effectivement, ont avancé un peu plus que le débutant à l'aquarelle. Voilà, donc je m'étais très focalisée sur le débutant à l'aquarelle parce que pour moi, encore une fois, entreprise classique, un produit, une cible, on ne change pas tous les 6 mois. Alors qu'en fait, en tant que marque incarnée, souvent, on évolue, notre audience évolue aussi en même temps que nous. Donc moi, en fait, les gens qui étaient, on va dire, qui évoluaient en même temps que moi, je les faisais fuir parce que j'étais là, tuto palmier, tuto poisson. Au bout d'un moment, c'est bon, ils en avaient marre. Et du coup, j'étais en dissonance non seulement avec mon art, mais aussi avec ma façon de faire mon entreprise, mais aussi avec mon audience. Voilà. Donc cette année d'alignement, on va dire, sur de nombreux plans, m'a permis de me dire, j'ai envie d'autre chose. Et cette petite voix, maintenant, elle me dit d'aider des créatifs un peu plus avancés sur leur chemin à réussir à devenir des artistes entrepreneurs à leur tour. Au final, les gens me disent, mais de l'extérieur, ça semble assez naturel comme évolution, mais bon. Mais bon, il a pas fallu... été tout repos. Ouais, on le sent. Mais c'est intéressant de se dire que même quand on a du succès, on n'est jamais... on est toujours en mouvement, en fait. Et qu'il y a toujours besoin de se connecter, que les envies peuvent évoluer. Comme tu dis, tes envies, ton art, ton audience, et que c'est chouette d'être à l'écoute. Complètement. En tant qu'entrepreneur, créateur, on va dire, de façon générale, on a cette chance qu'avec aujourd'hui les réseaux, avec le système, alors certes, des fois, c'est frustrant, on sait pas trop comment les manier, ces réseaux, est-ce qu'on poste bien, compagnie. On va dire, c'est le côté technique. Mais on a cette chance de pouvoir toucher tellement de gens qui peuvent être attirés par ce qu'on fait, être attirés par notre parcours de vie. Et aujourd'hui, on peut monétiser ça et on peut partager notre connaissance ou partager notre création autour. Donc, c'est formidable, et je dirais que c'est un risque de se désaligner trop longtemps. Ça peut permettre de pousser un projet qui a un potentiel, parce que je pense que la vente de cours vidéo d'aquarelle en France, c'est un marché qui se développe de plus en plus. Et honnêtement, si j'avais continué à produire des cours vidéo pour débutants d'aquarelle, je pense que le truc aurait continué à bien se développer. Mais à un moment donné, oublier trop longtemps ce qui nous fait vibrer et ce que nous dit notre alignement intérieur, c'est un gros risque, surtout quand on joue le jeu du long terme. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que ça soit mon projet pour la vie. J'ai pas envie dans 2 ans de dire je recherche un taf d'ingénieur. D'ailleurs, je pense pas que j'en ai les compétences aujourd'hui après un si gros arrêt. Mais voilà, j'ai envie que ça soit pour le long terme. Et donc, si ça veut dire pivoter de temps en temps, c'est sûr que c'est un risque, mais je prends ce risque pour que dans le long terme, le projet dure. Donc, tu vas guider des artistes à devenir entrepreneurs créatifs, artistes entrepreneurs. Si tu avais une clé à donner pour vivre de son art, ce serait quoi ? Oula,
Beaucoup de choses me viennent en tête. Une clé, je dirais que justement, on va pas dire, fort de mon expérience, c'est justement un équilibre entre art, entreprise et mindset. Honnêtement, l'un ne fonctionne pas tout seul. Si on se dit, je vis de mon art, donc je vais passer ma vie dans mon atelier et je vais faire que créer. Oui, mais si tu fais aucune stratégie, minimum marketing, vente et compagnie, ce que j'ai appliqué dès le tout début de mon projet, et c'est ça, moi, qui m'a permis de vraiment commencer parce que j'avais appliqué des stratégies dans d'autres niches et compagnie, qui étaient peut-être un peu trop justement sur la partie entrepreneuriale, et je laissais un peu de côté les explorations artistiques, mais c'est ce qui m'a quand même permis de vivre de mon art. Après, au contrario, si on oublie son art et que on fait que ça, comme ce qui s'est un peu passé ces derniers mois pour moi, ça ne tient pas dans le long terme, et tous les problématiques mindset et compagnie, tous les doutes. Voilà, donc c'est de réussir à accepter que c'est les trois. C'est réussir, pour moi, on peut pas vivre de son art si on se dit c'est juste l'art ou c'est juste l'entreprise, ça va être compliqué en tout cas. Voilà, donc c'est l'élément principal. Après, peut-être quelque chose un peu plus terre à terre, je dirais que en tant qu'artiste entrepreneur, la particularité, c'est que, ou même créateur de façon générale, il n'y a pas l'assurance que ça va marcher au début. C'est-à-dire que c'est pas comme des études de boulanger en mode, voilà, je suis boulanger, je fais ces études-là, derrière, j'ouvre une boulangerie, on est quasiment sûr que normalement des clients vont venir. En tant que créateur, artiste entrepreneur, c'est pas garanti, quoi. Donc, pour moi, il faut être prêt à faire ça pendant des mois, voire même des années, juste parce que ça nous plaît. Et ça, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent l'ont déjà entendu plein de fois. Mais c'est très dur à accepter parce que quand on se met en tête ça, on a envie que ça arrive tout de suite. Et le quotidien est tellement difficile à supporter qu'on ne peut pas accepter que si ça se trouve, ça va prendre des années. Mais si on n'est pas prêt à l'accepter et si on veut tout de suite générer un revenu parce qu'on n'en peut plus, c'est justement ça qui va faire que le projet ne marche pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, ouais, je vois. Et se mettre dans cette mentalité du « je lâche prise ». Je vais mettre le travail qu'il faut à mon rythme. C'est-à-dire, s'il faut, ça prendra 4 ans parce que j'ai très peu de temps. Mais je le fais petit à petit. Et peut-être dans 4 ans, eh bien, du coup, je vais pouvoir en vivre. En fait, c'est ça qui va faire que le projet va durer et durer derrière. Alors que si on se dit, bon, allez, je me mets à fond, je fais un truc qui me ressemble pas, histoire de gagner des sous, générer un revenu. Ouais, mais en fait, ça me plaît pas. Et en fait, c'est hyper dur à continuer parce que ça me plaît pas. Voilà. Donc, il faut accepter, je pense, cet entre-deux au début, ou justement, voilà, un petit pas devant l'autre, et puis après, peut-être dans quelques années, voilà, le projet va commencer à générer un premier revenu passif ou générer un premier revenu moindre, et on va pouvoir le compléter, puis après, voilà, prendre de l'ampleur. Mais c'est un truc qui prend du temps. Donc, accepter ça, je pense que c'est la clé pour se lancer et comprendre que se lancer, c'est pas jeter dans le vide et du jour au lendemain, tout quitter. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, ok, j'ai démissionné, c'était un move un peu fou. Mais ça faisait 4 ans que j'avais commencé à créer du contenu. Ça faisait 2 ans que je faisais des tests, que j'avais été conférencière, que j'avais fait des missions en freelance et compagnie. Et voilà, quoi. Ok, il y a eu ces 6 mois entre juillet et décembre où j'ai lancé mon premier produit qui m'a rapporté des sous, qui m'a permis de me verser un salaire, où j'étais à temps plein. Mais tout le reste du temps, j'étais pas à temps plein. Donc vraiment, voilà, accepter cet entre-deux. Pour moi, c'est clé. Comme ça donne les idées claires et on se dit, ok, je sais en quoi ça consiste maintenant et let's go. Ouais. Ce qui n'est pas forcément confortable parce qu'on ne sait pas où on va, en fait. L'inconnu. Ouais, c'est l'inconnu. Donc forcément, ça fait un petit peu peur parce qu'on avance. Est-ce que ça sert ? Mais on ne voit pas l'autre rive, quoi. C'est comme si on avait quitté une rive, donc c'est pas forcément confortable. C'est ça. C'est le processus créatif, je pense, pour tout créateur. Affronter l'inconnu, c'est le pire. On est tous face à ce tunnel noir. On ne sait pas si le tunnel va s'arrêter, si le tunnel va déboucher quelque part derrière. On est dans ce tunnel noir et parfois, on a envie de juste rebrousser chemin et terminer, quoi, parce que c'est trop d'efforts. Affronter nos ratés, affronter le manque de retour, affronter les critiques des uns des autres, fondées, pas fondées. C'est dur, mais il faut continuer dans ce tunnel sans avoir la certitude que ça va marcher, juste parce qu'on apprécie. Et si vous êtes dans ce mood-là, dites-vous que vous êtes sur un truc. Cool. En tout cas, c'est mon ressenti. Tu changerais quelque chose si tu pouvais revenir en arrière ? Non, franchement, je pense que beaucoup de gens, on apprend tous de notre chemin. Donc, évidemment, si j'avais pu éviter d'avoir 1 an de doute
Ouais, mais au Ça fait pas final, plaisir, mais bon. ouais, justement, c'est peut-être ce qu'il te fallait pour te poser les vraies questions et Bah, c'est ça, j'ai entendu dire que, on affronte que ce qu'on est prêt à affronter ou quelque chose comme ouais. ça. Alors c'est vrai que des fois, c'est selon le contexte, c'est pas très sympa d'entendre ce genre de phrase et voilà. Mais dans le contexte un peu du business, je trouve que c'est assez juste, hein. Peut-être que voilà, des fois, il faut du temps pour grandir et pour être prêt à affronter la suite, pour être prêt à affronter ces nouveaux défis. C'est vrai qu'au fil de mon parcours, il y a eu des fois où, j'ai eu certains défis et je me dis avec le recul, si je les avais pas eus, j'aurais pas pu affronter certains nouveaux défis là que je rencontre aujourd'hui. Donc voilà, je pense que voilà, notre chemin est là pour quelque chose. Donc, je fais confiance au processus et je me dis, voilà, tout va bien se passer. Super, merci Marie. Merci à toi. On a hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci à toi de m'avoir reçue en tout cas. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et si vous connaissez quelqu'un à qui cet épisode ferait du bien, n'hésitez pas à lui partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast Fais-moi une place podcast. Vous retrouverez tout l'univers de Marie sur son site tribulationdemarie.com ou sur son compte Instagram Tribulation de Marie. À bientôt!